Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, la colère des insuffisants rénaux au Cameroun. Après Douala, les malades ont pris d'assaut l'esplanade de l'hôpital général de Yaoundé pour dénoncer la rupture des kits de dialyse dans la région du centre. Ils expriment le mal-être au cœur de ce journal. Et en posture d'invité du 20h ce soir, nous recevons sur ce plateau le journaliste Alain Foka qui vient nous parler de l'action caritative lancée en vue d'apporter une assistance aux victimes de la catastrophe de Ngouaché. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, évoquons quelques surprises et curiosités du contentieux post-électoral et comment les listes de l'UPC ont-elles été validées pour les législatives dans certaines circonscriptions électorales et rejetées pour les municipales, de même que la candidature du militant RDPC, Hervé Emmanuel Com, qui a été recalée pour double nationalité. Pourtant, l'organe en charge des élections au Cameroun avait validé le cas Hervé Emmanuel Com. Les précisions dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. Au Conseil constitutionnel pour les législatives et dans les tribunaux administratifs pour les municipales, le contentieux préélectoral du double scrutin du 9 février 2020 a révélé son lot de surprises et curiosités dans le traitement des listes des candidats à cette compétition électorale. La plus grande curiosité vient de l'Union des populations du Cameroun, UPC, préalablement rejetée par Elections Cameroun pour présentation simultanée des listes des deux tendances. La faction Balegenkot a vu certaines de ses candidatures validées dans le Fundi, Vouri-Est, en Sanaga maritime et dans la Haute-Sanaga, mais rejetées dans le Mbéré pour défaut de cautionnement. De même, la faction Bapolipot a été approuvée à Vouri-Sud, mais dans l'Union Ekele, où les deux secrétaires généraux étaient en compétition. Le Conseil constitutionnel a entériné la décision d'Elections Cameroun. Bapolipot perd donc son écharpe de député et Balegenkot, pour la prochaine mandature, admirera de l'extérieur le palais des Verts de Ngouaikele. Et pour les municipales, le tribunal administratif de Douala a rejeté toutes les listes de l'UPC dans le littoral. Deuxième curiosité dans ce contentieux, le cas Hervé Emmanuel Com, le dossier de l'inoxydable membre du comité central du RDPC, a bénéficié de la fétiche mention irrecevable de Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel. Sur une requête du député SDF Jean-Michel Nintieu, Hervé Emmanuel Com a été recalé pour double nationalité, pourtant jugé recevable à Elections Cameroun. En Konsamba, troisième dans le Mungo, les querelles internes du RDPC ont fait disqualifier la liste du parti au pouvoir, la requête en annulation ayant été introduite par un militant du même parti. À Douala, premier dans le Vouri, le Social Democratic Front n'ira pas à la conquête du fauteuil municipal pour avoir aligné sur sa liste un militant du RDPC qui n'aurait pas démissionné préalablement de son parti selon la procédure en la matière. Dans l'ensemble, voilà quelques faits saillants qui auront marqué le contentieux préélectoral pour les législatives et municipales du 9 février prochain. Et à la veille du renouvellement des conseillers municipaux au Cameroun, des journalistes sont d'autres d'outils nécessaires pour questionner la gestion territoriale décentralisée. Il vient de prendre part à un atelier portant sur l'audit de la gouvernance locale au Cameroun. Le compte rendu de Rodrigue Ngassi et de Aïe Cyril. Salut chers auditeurs. Des journalistes camerounais, désormais outillés pour questionner la gestion des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. Ils viennent de prendre part à un atelier sur l'audit de la gouvernance locale à Yaoundé. On a doté les participants de capacités à pouvoir procéder à cet audit. C'est-à-dire que pourquoi ça n'a pas marché dans une localité précise? On sait désormais quel acteur il faut interpeller, quel est le cadre légal, le cadre géographique, quelle est la carte graphique de ce secteur-là qui nous permet aujourd'hui d'enquêter allègrement, d'adresser les bonnes questions, de savoir les sources qu'il faut toucher, de mieux appréhender le terrain pour pouvoir réaliser une enquête sur la gouvernance locale. L'un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'audit, entendu ici comme enquête journalistique sur la gouvernance locale, c'est la gestion des ressources humaines.
Il faut d'abord avoir le plan de développement de l'entité concernée. Et si nous prenons le cas des mairies, il faut avoir le PCD, le plan communal de développement. C'est le premier outil. Qu'est-ce qui est mentionné, qu'est-ce qui est attendu de la commune. Et ce n'est qu'après qu'il va nous se poser la question de savoir est-ce que nous disposons des ressources humaines qui permettent d'accompagner cette production-là. Donc la ressource humaine ici est souvent qualifiée comme étant le corps social qui accompagne la production. Ce qui est intéressant dans la commune, contrairement peut-être à une entreprise classique, c'est qu'on va s'intéresser pas seulement au profil du maire, pas seulement au profil des cadres de la mairie, mais aussi au profil de l'exécutif municipal qui accompagne au niveau de la décision stratégique le maire. Pour le club des journalistes politiques, l'atelier de Yaoundé arrive à point nommé. La loi sur les collectivités territoriales décentralisées vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale et l'on s'achemine vers le renouvellement des conseils municipaux. Tout autre chose à présent, la tension est restée vive ce matin au marché Mokolo de Yaoundé. Les commerçants indignés dénoncent des abus et arnaques de la part des agents de l'espace marchand. Ils crient leur indignation dont ils sont victimes au quotidien dans ce reportage de Joël Senghei de Guizogo. Au marché Mokolo à Yaoundé, certains commerçants racontent leur calvaire quotidien. C'est les propriétaires des boutiques qui nous placent devant leurs boutiques. Ils payent leurs droits. Nous exerçons là depuis des années. Il y a un groupe de la sécurité du marché qui viennent ici là. Chaque mardi, nous cotisons 500 par personne. On leur remet. Pourtant, à en croire ces commerçants, les demandes de ces agents de sécurité sont incessantes. En septembre, ils nous ont demandé 3 000 francs, que c'est la rentrée scolaire. Les femmes ont cotisé 3 000. Ils sont revenus la semaine passée que nous devons cotiser le whisky du commissaire. Ils me disent que c'est 500 000 par personne. Cette fois, la sollicitation n'a pas été entièrement satisfaite par les commerçants. Moi, je leur dis qu'il y a des mamans ici, des femmes qui se battent, leur capital n'atteint même pas 15 000. Elles vont sortir 5 000, ils vont leur rester quoi? Néanmoins, elles ont cotisé 2 000 francs. Bon, ils ont dit qu'ils devaient passer chercher les 2 000 là lundi. Lundi, ils ne sont pas venus. Mardi, j'ai cru qu'ils devaient venir ramasser avec les 500 de tous les mardis. Ils ne sont pas venus. La conséquence en a été la colère des agents de sécurité qui ont opéré une descente musclée sur les lieux, occasionnant un blessé grave. Curieusement, hier jeudi, ils atterrissent, ils commencent à ramasser, ils ont emballé la marchandise d'un petit là. Le petit dit, mais vous ramassez ma marchandise, pourquoi? C'est les coups de poing. On a percé l'œil du gars. Malgré sa situation critique, le blessé a été placé en garde à vue avant heureusement d'être conduit à l'hôpital, mais sa marchandise, elle, reste confisquée. Les commerçants indignés de Mokolo dénoncent le 2 poids 2 mesures dont ils sont victimes. Voilà l'autre côté. Les gens occupent les trottoirs là-bas. Les femmes vendent les fruits, les plantains. Personne n'est inquiété. On n'inquiète personne. Mais c'est seulement nous qui vendons c'est comment? C'est quoi? Nous voulons ne plus être arnaqués comme ça. Chaque Camerounais est conscient que c'est devenu dur, très dur même. Ce n'est pas facile. Les responsables du marché Mokolo n'ont fait aucune déclaration sur cette affaire jusqu'ici. Et je vous le disais en titre, nouvelle grève des malades d'hémodialyse à Yaoundé. Ce matin, ils ont bloqué l'entrée de l'hôpital général de Yaoundé pour dénoncer une énième rupture des stocks des kits de dialyse. On fait le point dans ce reportage de Aïe Cyril et Élisée Borba. Revoici les malades d'hémodialyse dans la rue à Yaoundé. Ils ont bloqué l'entrée de l'hôpital général pour exprimer leur ras-le-bol. Nous avons droit à 2 séances au lieu de 3 qui devraient être qu'un patient doit avoir par semaine. Et nous recourons à 2 dialyses déjà. C'est déjà un problème. Et maintenant, même ces 2 dialyses-là, on n'arrive pas à les faire. Et là, nous sommes dans une rupture totale. Il y a les patients qui ont dialysé la dernière fois samedi. Ça fait pratiquement 1 semaine. Donc vraiment, et ce n'est pas une fois. Nous en avons un peu marre. C'est le ras-le-bol qui amène les patients à ce niveau. Debout, accroupis ou même assis à même le sol pour certains, ce sont environ 200 patients qui dénoncent une énième rupture de stock de kits de dialyse à l'hôpital général de Yaoundé. Là, on nous a parlé d'une certaine quantité qui est là,
Ben, moi, je suis allé voir, ce n'est que 16, ça ne fait même pas un tour de dialyse. Quand il faut sur 25, nous avons 25 machines, il faut 25 kits. Donc, on n'a pas 25 kits là en ce moment. Selon les malades, il faut 13 kits par personne pour un mois de dialyse. Les messages sur les pancartes traduisent le désespoir des patients qui signalent déjà des morts dans leur rang. Comme je vous parle aujourd'hui, 2 étudiants de Ngwaikele, en deuxième année, sont morts 25 ans. 2 élèves devant moi. Parce qu'on a dormi à l'hôpital, on attendait la dialyse, ils sont morts devant moi. Il n'y avait pas le matériel de dialyse. On paie 475 000 encore le mois, malgré la subvention. Chaque malade debout, c'est encore 475 000 le mois pour se soigner. Malgré la descente sur le terrain du sous-préfet de Yaoundé 5e, les malades d'hémodialyse de l'hôpital général de Yaoundé restent déterminés à poursuivre leur manifestation. Et le gouvernement n'a pas encore réagi sur cette nouvelle rupture des kits de dialyse au Cameroun. En visite dans la capitale économique Douala, le ministre de la Santé publique s'est plutôt contenté à exhorter le personnel de l'hôpital à Kintini de Douala à plus d'engagement dans l'amélioration des soins et l'accueil des patients. Le docteur Manaouda Malachi présidait la cérémonie de clôture des 2e journées scientifiques. Le reportage de Claude Ekwa et Flavien Valondongo. Docteur Manaouda Malachi à l'hôpital à Kintini de Douala. Dans une ambiance de fête, le patron de la santé publique, porteur d'un message, a profité de la clôture des 2e journées scientifiques dont l'axe principal est la qualité des soins pour le délivrer. Dans le cadre de l'humanisation des soins, nous devons, n'est-ce pas, considérer les autres comme nous-mêmes. Nous sommes au service des populations. C'est ce simple message que je suis venu passer ici à travers cette fête de l'excellence. Les meilleurs employés, les meilleurs services ainsi que les encouragements du personnel ayant atteint l'âge limite du départ à la retraite ont été récompensés, alors que l'hôpital connaît un certain nombre de manquements. Une insuffisance en ressources humaines, notamment médicales et paramédicales, qui se manifeste par des équipes de garde constituées d'une seule personne pour un peu plus de 20 patients dans certains services. La vétusté des bâtiments qui altère le sport qualité et partant le confort des patients. L'hôpital à Kintini, qui accueille toute catégorie de patients, fait le point de l'année qui s'achève. L'hôpital enregistre 128 823 consultations sur l'année, contre 113 968 en 2018. Le service des urgences médico-chirurgicales adultes a reçu 10 800 cas pour 574 décès, soit un taux de décès de 5,31%. La formation sanitaire se doit donc d'améliorer la qualité du service, notamment la prise en charge des patients, afin de voir réduire le nombre de décès enregistrés suite à la négligence et l'absence du plateau technique. Autre actualité au cœur de ce journal, évoquons à présent l'effondrement de cet immeuble en construction au lieu dit Biémassi, Laka, Yaoundé. Difficile pour l'heure d'évoquer s'il y a des morts. Les sapeurs-pompiers se battent pour extraire les victimes. À cette heure, 10 blessés ont été sortis des décombres. Un cordon de sécurité a été donc érigé. Les recherches se poursuivent. Les sapeurs-pompiers, les éléments du génie militaire sont à pied d'œuvre. Le préfet du Foundi est donc descendu sur les lieux pour voir l'ampleur de la situation et pour l'instant précisant aucun bilan en ce qui concerne les morts, mais déjà 10 blessés ont pu être sortis des décombres et les recherches se poursuivent. Le docteur Brigitte Lekane-Vumo est de retour à l'esplanade du ministère de l'Enseignement supérieur du côté de Yaoundé. Cette enseignante recalée qui a voulu se donner la mort en début de semaine regrette l'acte qu'elle a posé mais réitère sa ferme volonté à poursuivre le sit-in aux côtés de ses camarades jusqu'à ce que leur recrutement soit acté selon les prescriptions du chef de l'État Paul Biya. Écoutons le docteur Brigitte Lekane-Vumo au micro d'Equinorx Télévision. Au moment où le Seigneur me permet de revenir à la vie et de rejoindre mes camarades, je voudrais en premier lieu dire ceci. Je ne souhaite à personne, je ne conseille à personne de faire ce qui a été fait. Et j'espère que tous ensemble, tous les maillons de la chaîne de la société vont prendre acte de cela et créer des conditions pour que de telles choses n'arrivent pas. Par la grâce de Dieu, j'ai pu revenir à la vie
grâce à la prompte réaction de mes camarades qui ont permis à tout le staff du centre d'urgence de Yaoundé, le Curie, de me prendre immédiatement en charge. Comme vous pouvez le constater, je sors à l'instant et j'ai tenu à rejoindre mes camarades. Je voudrais également rassurer Son Excellence, Monsieur le Président de la République, tout ce que je voulais, ou alors tout ce que mes camarades veulent à travers ma modeste voix, c'est que vos instructions soient respectées. J'aime mon pays, ce que je le fais, ce n'est pas par défiance. Le combat continue jusqu'à la publication de la liste, parce que après cette publication de la liste, nous allons pouvoir témoigner notre reconnaissance à notre Père qui nous a donné ce recrutement. Ne nous empêchez pas de lui dire merci et de la façon la plus solennelle qu'il soit. Et le chef de l'État, Paul Biya, reçu ce jour au Palais de l'Unité en audience. Pierre Castel, le président directeur général et fondateur du groupe Castel, accompagné de ses proches collaborateurs. Les deux hommes ont échangé sur les projets d'investissement du groupe Castel en faveur du développement du Cameroun, le géant de la production en matière de boissons gazeuses. Ainsi donc, le groupe Castel est implanté au Cameroun depuis une soixantaine d'années avec 3 entreprises et emploie 15 000 Camerounais de façon directe et 35 000 de façon indirecte. L'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé accueille son nouveau commandant. Le colonel Thioka Pierre Loti a été installé par le général de division Philippe Mpaye, commandant des écoles des centres d'instruction interarmées. Le reportage de Marcelin Gansop. Quelques minutes ont suffi au général de division Philippe Mpaye pour faire porter au colonel Thioka Pierre Loti le poids de ses nouvelles responsabilités. Je parle du président de la République. Vous reconnaissez de votre chef, commandant l'école supérieure internationale de guerre, le colonel Thioka Pierre Loti, ici présent. Et vous lui obéirez tout ce qui vous commandera pour le bien du service, l'exécution des grands militaires et l'observation des lois de la République du Cameroun. École supérieure internationale de guerre, à mon commandement. Nommé le 5 décembre dernier par le président de la République, le colonel Thioka Pierre Loti hérite de l'un des fleurons de l'élite militaire africaine, fruit d'un partenariat bipartite entre le Cameroun et la France. Cette école, créée le 13 janvier 2005 par décret présidentiel, est l'unique école francophone de formation des élites militaires en Afrique subsaharienne. Elle matérialise le plus haut niveau de formation sur un parcours d'officier. Colonel, encore une fois, les félicitations pour la confiance du président de la République. Du grain à moudre donc pour le colonel Thioka Pierre Loti, dont le parcours et les faits d'armes forcent le respect. Il aura par exemple été ces dernières années sur tous les fronts de lutte contre le terrorisme et particulièrement Boko Haram dans sa posture de commandant du 5e BIR. Soldat dans l'âme, il a jusqu'ici servi la République avec honneur et fidélité au point de mériter constamment la haute confiance du chef des armées. Le natif de Bandrefam, dans l'arrondissement de Bayangam, remplace le général de division Gambou Ezaï, en poste depuis 2005, et nommé inspecteur général des armées le 5 décembre dernier, sous l'appellation de Cour supérieure interarmée de défense. La structure va évoluer pour devenir en 2013 l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé. Une mutation qui conforte sa montée en puissance et réitère son ambition première, qui est celle de rester un pôle d'excellence de l'enseignement militaire supérieur de second degré en Afrique. Et l'utilisation des drones civils passés au scanner à Yaoundé, c'est à l'initiative du Comité national de développement des technologies. Il est donc question d'explorer les opportunités qu'offre cette technologie dans le domaine de la recherche scientifique. Une fois de plus, Marcelin Gansop. Le Cameroun expérimente depuis quelques années l'utilisation des drones. Mais comme il s'agit d'une technologie récente, plusieurs aspects de cette utilisation ne sont pas encore maîtrisés. Qui est certes une technologie innovante, opportune, variée et diverse dans les applications, mais dont on ne connaît pas les limites sur le plan législatif et réglementaire. Donc le MINRISI a voulu organiser cette activité pour capaciter les ministères sectoriels dans l'utilisation de cette technologie qui peut apporter des solutions nouvelles
aux services publics et surtout aux chercheurs, notamment dans la précision des résultats de la recherche. C'est donc un précieux outil de développement sur lequel le Cameroun doit miser, d'où l'organisation de ce workshop sur les drones civils. Il est question de faire le point sur la technique, la réglementation et les applications de ces engins volants. Le drone, c'est un vecteur qui permet d'embarquer une caméra, qui va prendre des prises de vue, mais il faut après apprendre à traiter ces données et ressortir avec des thématiques. Par exemple, l'agriculture de précision, les recherches minières, les carrières, tout ça, ça demande des données qui sont de très haute résolution, donc qui sont près du sol. Donc voilà l'intérêt des drones. Pendant 4 jours, industriels, chercheurs, utilisateurs et diverses administrations vont passer en revue le riche potentiel des applications drones, dans le cadre par exemple de l'amélioration de la recherche et plus globalement de l'aménagement du territoire. Les défis nouveaux liés au changement climatique, à la sécurité des personnes et biens, à l'environnement, l'éducation et autres imposent de disposer des outils technologiques adaptés pour une gestion stratégique, rationnelle et efficace des ressources. Dans cette optique, la technologie des drones peut s'avérer très efficace pour les décisions stratégiques. Les drones ont rendu possible des applications de pointe en matière de surveillance, de monitoring et de sécurité, avec pour avantage plus de flexibilité et de précision et une nette réduction des coûts comparé au restant de la gamme spatiale. Des données actualisées sur l'utilisation des drones font état d'un marché potentiel estimé à 10 milliards d'euros par an, répartis dans la surveillance des infrastructures et réseaux, le génie civil et les industries minières et pétrolières. C'est tout dire. Dans un instant, la deuxième partie de ce journal. Rebâtir Ngwaché, c'est le nom du projet social qui permettra de reconstruire les maisons détruites à Bafoussam dans la région de l'Ouest après mois d'octobre dernier, qui a donc coûté la vie à de nombreux Camerounais. À la tête de ce projet, le journaliste Alain Foka, il est notre invité ce soir. Alors bonsoir Alain Foka et merci d'être venu. Bonsoir et merci de me recevoir. Alors, en tant que fils de Bafoussam, qu'est-ce que vous avez ressenti après le drame survenu dans la nuit du 28 au 29 octobre dernier? Pas seulement en tant que fils de Bafoussam, puisque je suis aussi fils de Douala. C'est plutôt en tant qu'Africain d'abord et en tant qu'être humain, naturellement. Quand vous regardez des gens qui disparaissent sous les décombres, sous leurs maisons, dont on ne retrouve pas toujours les corps, quand vous voyez ces enfants orphelins du jour au lendemain, ils ne s'y attendaient pas, ou des personnes qui se retrouvent sans toit, forcément vous êtes très très attristé. En tout cas, moi ça m'a particulièrement attristé et je me sens responsable de faire quelque chose. Alors, 2 mois après cette catastrophe, vous allez certainement faire un tour à Bafoussam pour voir de près la réalité sur le terrain. Alors, quel est l'état des lieux actuels de la situation de ces enfants ainsi que des familles sinistrées? Tragique, forcément, tragique. On a fait un peu de replâtrage comme on pouvait, mais je pense que personne de nous n'est dupe. Quand les caméras se sont éteintes, les maisons ne se sont pas reconstruites toutes seules. Et ils n'ont pas trouvé des logements tout seuls. Donc, ils sont dans une situation particulièrement désagréable, insupportable. C'est pour ça que l'on se lance dans une aventure pour leur donner un toit et pour donner l'occasion à ces enfants de retourner à l'école dans des conditions qui soient à peu près acceptables. Alors, qu'est-ce qui justifie, il faut le dire, les motivations de ce projet que vous portez? De ce projet que je porte, mais nous sommes nombreux dans ce projet, puisqu'en réalité, on s'est dit, on ne va pas croiser les bras et regarder ces gens-là dans cette situation. Alors, on s'est réunis un certain nombre de personnes, mon frère aîné, le docteur Foka, et moi avons dit, et si on prenait ça en charge, si on rendait concret ce que c'est, on va dire, la charité, la solidarité, je voulais dire. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas construire des maisons à ces gens-là, puisque ça ne coûte pas si cher que cela? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une chaîne de solidarité pour apporter notre secours à ces personnes-là? C'est ce qu'on essaie de faire. Et j'ai contacté quelqu'un qui est assez proche de moi, Samuel Eto'o, et je lui en ai parlé. Il m'a dit, chiche, on y va. Et puis j'ai appelé des artistes que je connais qui ont dit, gracieusement, on ira jouer pour ces enfants-là le 23 décembre. Leur donner un Noël, leur apporter un peu de réconfort dans leur malheur, et puis ne pas s'arrêter là. Non, ne pas s'arrêter au moment où les caméras s'éteignent, mais leur offrir un logement. Donc on s'est dit, si vous voulez nous aider, il ne s'agit pas d'argent.
Surtout pas d'argent. Il n'y aura pas de collecte de dons en argent. Non, on voudrait que vous montriez votre solidarité en venant tout simplement dans un endroit où construire une maison coûte à peu près 1 200 000 francs ou 2 millions. Construire une maison et offrir à ces gens-là. Dire, voilà, voici ma contribution, c'est concret, c'est pérenne, parce que vous redonnez de la dignité à quelqu'un, parce que vous lui redonnez un toit, il peut revivre, il peut repartir. C'est ce que nous avons envie de faire. Et pour ceux qui ne peuvent pas donner une maison, puisqu'on sait que tout le monde ne peut pas hisser sa solidarité jusque-là, ils peuvent prendre un enfant en charge, l'accompagner à l'école pendant quelques années pour que ces enfants retrouvent le chemin de l'école tout à fait normalement. Ça ne coûte pas cher et ça peut faire beaucoup de bien et ça change une vie. C'est un peu ça notre aventure. Alors, on fera une soirée le 23 décembre où les artistes se produiront devant ces enfants, devant ces orphelins qui seront les héros de la soirée. Et puis après, on leur donnera nos cadeaux de Noël. Et peut-être que derrière, on aura quelques maisons en plus. Et selon vous, comment de façon concrète, dans ce projet, va contribuer à améliorer les conditions de vie de ces populations encore sous le choc? Alors, je ne dis pas qu'on va révolutionner leur vie. Je ne dis pas qu'on va en faire des personnes qui soient d'un coup sur le haut du pavé. Non. Simplement leur apporter ce qui est nécessaire. Quand vous partez d'ici le soir, vous rentrez chez vous, c'est l'endroit où vous vous reposez. C'est l'endroit où vous vous ressourcez. Si vous n'avez pas de chez vous, vous n'existez presque pas. En tout cas, vous n'êtes pas bien. Pourquoi on ne leur donnerait pas des maisons? À l'heure où nous sommes, nous avons lancé un cri de solidarité. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 10 maisons qui vont être offertes à ces personnes-là. Si vous avez 10 familles qui s'installent dans une maison, je pense que vous leur redonnez vie, vous leur redonnez envie de vivre. C'est ce que nous essayons de faire. On a une vingtaine d'enfants. Des gens se sont proposés de prendre ces enfants, de prendre leur scolarité au moins jusqu'en 3e, pour les plus petits, pour qu'ils aient au moins des bases pour pouvoir repartir dans la vie, parce que je vous parle d'une centaine d'orphelins, d'une centaine d'enfants qui du jour au lendemain se sont retrouvés sans parents. Ça n'a pas de tribu, ça n'a pas de langue, c'est juste des enfants qu'il faut aider. Alors peut-être quelques numéros pour ceux qui aimeraient pouvoir donc s'associer à cet élan de solidarité. Alors j'ai apporté mon téléphone parce que j'arrive pas à retenir ce numéro. Je suis un peu dyslexique. Alors le numéro c'est le 6 80 05 27 62, je reprends, 6 80 05 27 62, ou un deuxième numéro, le 6 59 32 68 08. 6 59 32 68 08. Et puis, il y a une adresse électronique qui est rebâtirongouache@gmail.com. rebâtirongouache@gmail.com. Gouache sans le N traditionnel. Alors, ce n'est plus un secret pour personne, on l'a dit depuis quelques jours, vous êtes le parrain de l'opération Noël en cœur organisée par Radio et Télévision Equinox chaque année en faveur des démunis et orphelins. Pourquoi avoir choisi d'associer votre image à ce projet? La question serait plutôt que comment n'ai-je pas associé mon image à cela depuis un certain temps? Puisque quand on a la chance d'avoir le parcours que nous pouvons avoir les uns et les autres, et de ne pas être malade, être en santé, d'avoir un travail, de gagner plutôt pas mal sa vie, je pense que Dieu donne ça souvent pour qu'on partage aussi. Et c'est pas normal que l'on soit là à en profiter tout seul. Donc c'est juste le retour des choses. C'est-à-dire comment est-ce que je pourrais passer le Noël en buvant du champagne, parce que j'aime bien ça, en oubliant les enfants qui n'ont même pas à manger. Et je pense que c'est une initiative que j'ai toujours salué chez Equinox. Je le dis souvent à M. Séverin Tchouke que l'une des choses qui m'a le plus émerveillé, c'est d'avoir eu ce rendez-vous-là qui reprend en charge des enfants qui sont dans la détresse, auxquels on ne pense pas au moment de Noël. Donc c'est normal que je devienne le parrain. J'espère qu'il va me proposer ça 2 fois de suite. Alors un dernier mot peut-être pour sortir cet entretien? Un dernier mot, c'est tout simplement que je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je ne suis pas plus bon qu'un autre. Je veux juste tout simplement qu'on arrête d'attendre tous les pouvoirs publics et qu'on se dise, et nous-mêmes qu'avons-nous fait? Comment on peut venir en aide à ceux qui sont à côté de nous? Et que lorsqu'on a la chance d'en avoir un peu, on doit pouvoir penser à ceux qui sont à côté. Et c'est ce que l'on fait. Mais qu'on arrête de faire juste des discours, qu'on rende la solidarité concrète. Il y a des gens qui sont malades à côté de nous, on détourne le regard. Là, j'appelle tout simplement un certain nombre de personnes à appeler ce numéro-là et à dire, on vous donne des maisons pour ceux qui sont là-bas. Ils construiront ces maisons-là eux-mêmes et ils logeront des gens à l'intérieur. Et je pense que dans 50 ans, leurs enfants diront, vous avez fait ça, papa? Et c'est le plus grand cadeau que l'on puisse avoir. Merci, Alain Foucault, d'être venu.
Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Auto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambou, un seul titre pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. On va vers un retour, comme vous l'avez dit dans votre journal, sur ces recours-là, ces décisions qui ont été données hier au Conseil constitutionnel ainsi que les différents tribunaux administratifs à travers la République sur quelques-unes des décisions qui font parler d'elles une fois de plus. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge. Bon week-end à vous et également à Alain Foka. Bonne chance du côté de Gouaché, Alain Foka. Merci beaucoup. Voilà, madame, messieurs, dans un instant, la suite.